Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de AOC Age of Champagne, un jeu de Cyril Lefranc, Christophe Pouet et Franck Rubarbe, illustré par Cyril Lefranc et édité par Holden Games pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 30 minutes environ. Age of Champagne a été une découverte du Fiche de Cannes cette année. Nous avons eu la chance d'avoir une jolie présentation sur le salon de la part de Christophe Pouet. Et si vous suivez la chaîne, vous savez peut-être déjà tout le bien que nous pensons de ce jeu. Dans Age of Champagne, vous incarnez un jeune chef de cave qui hérite de l'exploitation viticole familiale. Et à la tête de votre maison de champagne, vous disposez de 10 manches pour accumuler le plus de points de prestige possible et devenir le chef de cave de la décennie. Vous allez le voir, la thématique et la mécanique collent parfaitement ensemble. Tout est totalement fluide une fois que l'on comprend le fonctionnement d'une exploitation viticole. Je vais vous expliquer les règles d'AOC, les différents modes de jeu, puis je reviendrai ensuite vous donner mon sentiment sur le jeu. Après, je dois dire de nombreuses parties. Et justement, c'est parti! Pour la mise en place, commencez par mettre le plateau au centre de la table, côté standard. Pour les cartes vignobles, pensez à retirer les 4 cartes héritage qui ont des clés sur elles avant de les mélanger. Faites autant de piles que de joueurs et placez-les face visible sur la ligne du haut. Descendez ensuite la première carte de chaque pile sur la ligne des offres actives. Les cartes marché doivent être triées et mélangées en 3 catégories. La France, l'Europe et l'international. Là encore, elles sont placées face visible. Et une carte de chaque pile est descendue sur la ligne commande active. Mélangez les jetons bonus et placez-en 3 faces cachées au hasard en dessous de chaque colonne du marché. Mélangez les cartes événements et placez-en 10 faces cachées en bas à droite du plateau. Créez une réserve avec les jetons bonus face cachée, les modules de cuverie, les 3 types de raisins, à savoir les meuniers en bleu, les pinots noirs en noir et les chardonnays en jaune. Chaque joueur reçoit un plateau personnel ainsi qu'un cube blanc, un pion chef de cave, 3 pions collaborateurs et 3 disques à sa couleur. Un disque est placé sur le 0 de la piste point de prestige et un autre est placé sur le -3 de la piste bilan d'éco-responsabilité. Le cube blanc est placé sur le niveau le plus bas de votre pressoir. Un module de cuverie est ajouté en bas à gauche de sa zone sur votre plateau personnel. Chaque joueur reçoit également une aide de jeu qui est recto-verso. Distribuez secrètement et équitablement les cartes héritage entre les joueurs. Chacun en choisit une à conserver et passe les autres à son voisin de gauche. Continuez jusqu'à ce que chacun ait conservé 3 cartes. Les cartes restantes sont défaussées. Chaque carte héritage va vous donner des vignobles, des niveaux de pressoir ou des modules de cuverie. Vous pourrez également obtenir des raisins à mettre dans votre cuverie ou des cuvées à mettre dans votre cave, ainsi que des niveaux d'éco-responsabilité. Les joueurs vont placer leur chef de cave au conseil de celui qui a le plus d'étoiles sur ses cartes à celui qui en a le moins. L'ordre du tour sera alors défini du premier joueur au dernier. En cas d'égalité en nombre d'étoiles, c'est la carte vignoble avec le plus d'étoiles qui est prioritaire. Avant de vous expliquer les règles du jeu à proprement parler, j'aimerais vous parler du fonctionnement de votre plateau personnel. Ça vous parlera plus par la suite quand je vous expliquerai le reste des règles. Le haut de votre plateau personnel, ici, représente les 5 régions de l'appellation Champagne où vous allez placer vos cartes vignobles. Sur ces cartes, vous trouverez à la fois le cépage et la quantité de raisins produits représentés par des cubes de couleur. Donc ici, un cépage meunier et 3 en quantité de raisins pour, par exemple, ma région Vallée de la Marne. Ensuite, vous allez avoir sur la gauche de votre plateau, ici, votre pressoir. Votre pressoir, il détermine la quantité de raisins que vous pourrez presser lors d'une vendange. Donc au départ, ici, j'ai 3 et 3, 6 avec ces couleurs-là en quantité de raisins. Mais je ne peux presser que 5 ici avec mon pressoir. Je vais devoir donc retirer un cube de mon choix. Voilà qui est fait. Ensuite, au milieu, ici, vous avez votre cuverie qui vous permettra de stocker les vins clairs que vous venez de presser. J'ai pressé ces 5-là
Malheureusement, je n'ai qu'une, deux, trois, quatre places dans ma cuverie, donc là encore, je vais devoir faire un choix et retirer un cube avant de placer le reste dans ma cuverie, comme ceci par exemple. Vous procéderez ensuite au tirage des vins clairs, c'est-à-dire que vous allez réaliser des assemblages. Ça, c'est indiqué ici sur l'aide de jeu. Pour faire de vos vins clairs ici dans votre cuverie, des cuvées que vous allez mettre ici dans votre cave. Ces cuvées de champagne seront soit vendues, ce qui est indiqué ici, soit stockées dans votre œnothèque, ce qui est indiqué ici, pour aller alimenter votre stratégie marketing qui se trouve là. Donc vous le voyez sur le plateau, tout a un sens, on part comme ça, on part comme ça, on part comme ça, on arrive là. Quand on arrive là, on monte ici ou on va ici. Et vous aurez ce même sentiment d'être guidé sur le plateau principal. La partie va durer 10 manches qui se décomposent en 5 phases. La phase nouvel événement, la phase affectation des collaborateurs, la phase résolution des actions, la phase vendange et enfin la phase fin de saison. C'est à l'issue de ces 10 manches que l'on procédera au décompte final. Le joueur avec le plus de points de prestige sera le vainqueur et se verra décerner le titre de chef de cave de la décennie. La phase 1, c'est donc la phase nouvel événement. Le premier joueur révèle la carte du dessus de la pile événement et explique son effet à l'ensemble des joueurs. L'événement en question s'applique pour toute la durée de la manche. Dans une partie standard, vous ignorez la partie droite des cartes qui est celle-ci. Ces événements peuvent être des bonus, des malus ou des contraintes. La phase 2, c'est la phase d'affectation des collaborateurs. Dans cette phase, chacun à votre tour, en commençant par le premier joueur, vous allez placer un collaborateur sur un emplacement d'action libre du plateau principal. Pour les 5 premières zones, à savoir vignoble, pressoir, cuverie, stratégie marketing et expédition vers les marchés, il est possible pour un même joueur d'y poser plusieurs collaborateurs. Pour ces actions, il existe des jetons bonus qui permettent de les effectuer sans placer de collaborateurs. Quand vous utilisez un tel jeton, vous placez le disque à votre couleur sur l'action, puis vous défaussez le jeton en question. Cette action supplémentaire doit être utilisée avant la pose de votre dernier collaborateur. Vous êtes limité à une action de ce type par tour. Quand tous les joueurs ont affecté l'ensemble de leurs collaborateurs, on passe à la phase de résolution des actions. Lors de cette phase, les actions sont résolues dans l'ordre indiqué sur le plateau central, de l'action 1 à l'action 6. À part pour la 5e action qui est celle de l'expédition vers les marchés, toutes les autres actions peuvent être résolues simultanément par l'ensemble des joueurs. La première action est celle d'acquérir un vignoble qui se situe ici. Lors de l'affectation des collaborateurs, vous ne pouvez les poser que sur la ligne du bas des vignobles qui correspond à l'offre active. La ligne du haut vous permet d'anticiper ce qui rejoindra l'offre active au prochain tour. Si vous avez placé un collaborateur sur une carte, vous récupérez cette carte pour la placer au-dessus de votre plateau personnel dans la colonne de la région correspondante. Donc moi ici, j'ai cette carte qui va en région Côte des Barres, ça va donc aller ici, me concernant. Si jamais un effet bonus est indiqué en haut à droite de cette carte, appliquez-le immédiatement. Donc les différents effets bonus, ça peut être des effets qui vous donnent de l'avancée sur la piste d'éco-responsabilité ou sur la piste de points de prestige. Donc si vous devez avancer sur la piste d'éco-responsabilité, vous montez ici, tout simplement. Et pour les points de prestige, vous avancez par ici, bien entendu. À chaque fois que vous aurez ces symboles, c'est comme ça que cela va fonctionner. Il existe des vignobles Coteau Vitria qui ne sont associés à aucune région et qui ressemblent à ceux-ci. Vous voyez, ils sont multicolores comme cela. Donc dans ces cas-là, si vous obtenez un de ces vignobles, vous le placez dans la région de votre choix et il ne pourra plus être déplacé par la suite. Par contre, c'est un choix à faire immédiatement. De plus, si un événement s'applique à une région ou à un cépage de référence, la carte à prendre en compte est celle située en haut à gauche, donc celle-ci,
comme indiqué par l'iconographie qui est là. Et dans ce cas de figure bien particulier, s'il y a un Koto Vitria, comme c'est le cas ici dans ma partie à cet emplacement, c'est tout simplement le joueur avec le moins de points de prestige qui va choisir la région ou le cépage de référence selon comment est le Koto Vitria. Et en cas d'égalité entre plusieurs joueurs qui auraient le moins de points de prestige, ça sera celui qui est le plus éloigné dans l'ordre du tour entre ceux qui ont le moins de points de prestige qui va choisir la région ou le cépage où l'événement va s'appliquer. Deuxième action, celle-ci, l'action construire un pressoir. Cette action vous permet de monter d'un niveau votre pressoir. Donc ça se situe ici, hop, je monte d'un niveau, ce qui vous permettra de vendanger une plus grande quantité de raisins. Alors attention, quand vous atteignez le niveau 14, ici, vous obtenez un jeton bonus. Et quand vous atteignez le niveau 17, 20 et 24, vous obtenez immédiatement un point de prestige. Une fois l'action réalisée, vous récupérez votre collaborateur, ce que je vais faire immédiatement, et vous appliquez alors l'effet de placement. Donc ici, j'étais placé là, je gagne un point de prestige. Si j'avais été placé là, j'aurais perdu un point. Enfin, j'aurais descendu d'un niveau mon bilan d'éco-responsabilité. Et pour le joueur vert, vous voyez, il va monter d'un niveau. Lui, quand il va récupérer son collaborateur, son bilan d'éco-responsabilité. Ici, il y a une case un petit peu spéciale. Si vous êtes positionné ici et que vous arrivez à vous positionner également là, donc si moi j'avais été comme ça, et là j'ai un jeton à moi, donc j'avais été sur les deux cases, ce sont les mêmes, regardez, au niveau des symboles, à ce moment-là, je récupère un jeton bonus. Donc ça peut être pas mal. Voilà pour les emplacements. Quand vous récupérez vos collaborateurs, vous allez récupérer ces bonus ou ces malus. Quand vous obtenez un jeton bonus, vous en prenez connaissance. Si vous voyez un éclair, c'est un effet à résoudre immédiatement. S'il n'y a pas d'éclair, comme ici, vous conservez ce jeton face cachée pour une utilisation ultérieure. Concernant la piste d'éco-responsabilité qui est ici, si vous devez descendre en dessous de la dernière case, à la place, vous allez perdre un point de prestige. Et si vous devez monter au-delà de la dernière case, vous allez gagner un point de prestige. On va tricher un peu, on va se mettre dans une situation extrême. Le joueur vert était là, il a fini son action, il doit perdre un niveau sur la piste d'éco-responsabilité. Il ne le peut pas, à la place, il doit perdre un point de prestige, mais il est à 0 sur les points de prestige, donc il ne peut pas non plus. Dans ce cas-là, c'est absolument interdit. Le joueur vert n'aurait pas pu se placer sur cette case, puisqu'il savait que ça lui ferait perdre ici un niveau, qui lui demandait de perdre un point de prestige qu'il ne pouvait pas perdre. Si vous ne pouvez pas perdre le malus qu'on vous demande, vous ne pouvez pas réaliser l'action. Heureusement, le joueur vert était là, donc pas de souci pour lui. La troisième action, c'est celle ici d'installer une cuverie. Les effets de placement sont exactement les mêmes que pour l'action construire un pressoir. Vous allez retrouver les mêmes bonus et malus et puis la fameuse case liée qui vous permet d'obtenir un jeton bonus. Avec cette action d'installer une cuverie, vous obtenez un module de cuverie à placer sur votre plateau personnel. Donc je récupère mon jeton et j'installe mon module de cuverie ici sur mon plateau personnel. Le placement se fait sur la ligne du bas en priorité. Une fois que celle-ci est complétée, vous allez pouvoir vous placer sur la ligne du haut ici. Pour chaque module placé sur la ligne du haut, et c'est ce qui est indiqué ici, vous aurez un bonus de +1 au niveau du bilan d'éco-responsabilité. Vous allez donc monter d'un niveau pour ce bilan. La quatrième action possible, c'est l'action de stratégie marketing qui est ici. Cette action est un peu spéciale puisqu'elle se réalise sur 2 tours. Lors de la pause de votre collaborateur, vous devez vous positionner sur la gauche de l'action. C'est ce que j'ai fait là. Vous voyez, il y a 2 cases. Moi, je suis bien sur la gauche. Cela vous permet de choisir jusqu'à 3 cuvées qui se trouvent ici dans votre cave pour les transférer dans votre Enothèque. Donc, pourquoi pas, on va aller transférer dans le Enothèque des cuvées comme ceci. Voilà. Ensuite, le collaborateur n'est pas récupéré, mais déplacé sur l'emplacement de droite, ici. Vous aurez donc un collaborateur de moins à jouer au prochain tour. Et au moment de résoudre cette action, si votre collaborateur se trouvait justement sur un emplacement de droite,
à ce moment-là, vous allez affecter les cuvées de votre Notech à votre grille de stratégie marketing en respectant bien le type de vin, à savoir soit tradition brute, soit blanc de noir, soit blanc de blanc. Donc moi ici, automatiquement, ça va être comme ça et ça va être comme ça. Et à ce moment-là, vous pouvez ensuite récupérer votre collaborateur normalement. Donc là, évidemment, je vous ai montré tout d'affilée, mais ça se joue sur 2 tours. Un premier tour, vous mettez ici, votre collaborateur se retrouve bloqué là. Et un deuxième tour, vous récupérez le collaborateur qui est bloqué là en faisant passer de l'Onotech à la stratégie marketing. Les collaborateurs qui seraient présents à droite de l'action n'empêchent pas la pose d'un autre collaborateur à gauche. Donc si en l'occurrence moi j'étais passé comme ça, le tour d'après, quelqu'un peut très bien se poser là, c'est absolument pas gênant. La 5e action, c'est l'expédition vers les marchés qui se trouve ici. Pour cette action, les joueurs jouent dans l'ordre du tour. L'ordre du tour, je vous le rappelle, il est ici, à l'exception de l'emplacement de résolution prioritaire qui joue toujours son action en premier. Et l'emplacement de résolution prioritaire, c'est ce symbole-là, la main avec marqué numéro 1 en dessous. Donc dans ce cas de figure, le orange va jouer en premier, puis après on va faire dans l'ordre du tour, donc ça va être le bleu qui va jouer ensuite, et ensuite le vert. Alors, la rangée supérieure qui est ici va vous permettre, comme c'est indiqué là, de prendre une commande parmi les 6 disponibles. Donc vous avez le choix. La rangée du bas, c'est indiqué ici, va vous permettre de prendre jusqu'à 2 commandes, mais seulement parmi les 3 commandes du bas, c'est-à-dire ici, on va dire les commandes actives également. Pour résoudre une commande, vous devez posséder l'ensemble des cuvées spécifiées sur la carte choisie dans votre cave et les défausser. Vous voyez, le symbole cave, il est là, on le retrouve ici. Donc, je suis le joueur orange. On va dire que je joue en premier et que je veux livrer comme cela au Brésil. Donc, je vais prendre dans ma cave tout ce que j'ai besoin pour livrer. Voilà toutes les cuvées qui vont partir par avion au Brésil. L'ensemble des cuvées vont être défaussées, bien entendu. Et ensuite, on va regarder combien vous marquez de points. Vous allez marquer les points qui sont là, 9 points. Et après, vous allez vérifier si vous avez une stratégie marketing en cours. Et moi, c'est mon cas. Chaque cube jaune me rapporte 4 points de plus. Donc, ça me ferait 8 points de plus, parce que j'en ai envoyé 2. Je serai à 17 points. Et chaque cube noir me rapporte 1 point de plus. Donc, un cube noir, ça me ferait 18 points pour cet envoi au Brésil. Vous allez regarder aussi le bilan d'éco-responsabilité. Là, j'ai envoyé ça par avion. Donc, malheureusement pour moi, je recule de 2 cases. Ici, 1, 2, voilà, pour la piste de bilan d'éco-responsabilité. Une fois que tout cela est pris en compte, vous n'avez plus qu'à défausser votre carte. Les commandes sont entièrement réalisées l'une après l'autre, de sorte que toute commande prise est remplacée par la première de la pile correspondante avant la résolution de la suivante. Donc là, automatiquement, ça s'est révélé d'elle-même. Mais par exemple, si le joueur bleu ici joue, il a le droit de prendre jusqu'à 2 commandes en bas. Il peut très bien choisir ici de livrer en France. Il livre, il prend ses points. Et dans ce cas de figure, celle-ci va descendre et révéler une suivante. Et lui qui ne peut prendre qu'en bas, il va pouvoir en profiter, maintenant que celle-là est descendue, pour dire, eh bien voilà, j'ai ce qu'il faut, je la prends aussi. Et ça descend encore comme ceci. Et ça me permet de vous dire que si vous prenez une carte sur la rangée du bas, il y a un petit bonus sympathique puisque vous avez droit à un jeton bonus parmi ceux encore disponibles dans la pile correspondante. Donc dans ce cas de figure, le joueur bleu, il aurait fait comme ceci, il aurait choisi un jeton bonus, il aurait replacé les autres, puis en refaisant une commande en bas, il aurait refait de nouveau comme ceci, choisi un jeton bonus et replacé le dernier jeton restant. Quand vous obtenez le jeton bonus, comme d'habitude, s'il y a un éclair, vous le faites immédiatement et vous le défaussez. Et s'il n'y en a pas, comme ici par exemple, vous le conservez pour la suite de la partie. Il y a évidemment, en plus du jeton prioritaire ici, de l'emplacement prioritaire, un emplacement pour gagner un point de prestige, un emplacement pour avancer ici sur la piste d'éco-responsabilité, ce qu'aurait dû faire le joueur bleu là après son tour, et ici un dernier remplacement qui vous permet de faire une livraison partielle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir d'honorer une commande partiellement en livrant un cube de moins que nécessaire. Donc par exemple, notre ami le joueur vert pourrait décider
pourquoi pas de livrer cette commande et de fournir 3 cubes parce qu'il n'avait pas 2 cubes noirs, donc il va se contenter d'un seul. Il enlève un cube à sa livraison. Si vous le faites, vous déduisez la valeur en points de prestige de ce cube à la valeur en points de prestige de la carte. Donc les valeurs, elles sont indiquées là, on ne les voit pas très bien, mais on a 1 de valeur pour le bleu, 2 pour le noir, 3 pour le jaune. Donc là, j'avais une carte à 8, je n'ai pas livré un cube noir, j'enlève donc 2, et cette carte rapportera 6 au joueur vert au lieu des 8 indiqués. Dans tous les cas, la commande doit être constituée au minimum d'un cube pour qu'il y ait une livraison, vous n'allez pas livrer du vent. Donc par exemple, ici, s'il avait pris celle-ci, même avec le cube en moins, il n'aurait pas pu enlever le cube bleu et livrer rien du tout, hein. Ça, ce n'est pas possible. Dernière action de cette phase, le tirage des vins, ici l'action numéro 6. L'action de tirage des vins va vous permettre de transformer les vins clairs qui se trouvent dans votre cuverie en cuvée de champagne stockée dans votre cave ici même. Vous avez pour cela à votre disposition une aide de jeu très bien faite qui vous rappelle tout le processus. Pour chaque cuvée que vous souhaitez produire, vous devez sélectionner 3 cubes à assembler que vous pouvez mixer comme indiqué sur votre aide de jeu. Un cube correspondant à la cuvée est transféré dans votre cave et les 2 autres cubes sont défaussés. Donc ici, vous le voyez que si vous voulez faire du blanc de blanc, ça sera forcément 3 cubes jaunes avec 2 défaussés et un jaune mis ici. Si vous voulez faire du blanc de noir, ça sera forcément 2 cubes noirs plus un noir ou un bleu. 2 seront défaussés et un noir sera transféré ici. Et si vous voulez faire du tradition brute, il y aura forcément un cube bleu qui sera celui qui est transféré ici, avec 2 autres cubes de votre choix. Dans mon exemple, je peux faire cela, je peux faire un tradition brute, un vient ici, 2 sont défaussés, je peux faire un blanc de blanc, un vient ici et 2 sont défaussés, et je peux faire un blanc de noir, un vient ici, un noir bien entendu, et les 2 autres sont défaussés. Voilà comment cela va fonctionner. Sachez que, comme indiqué ici sur votre aide de jeu, vous pouvez échanger à tout moment de la partie 2 cubes de votre cuverie à défausser. Donc admettons que ma cuverie soit encore comme ça. Vous les défaussez pour en prendre un de votre choix, de la couleur de votre choix dans la réserve et le mettre à nouveau dans votre cuverie. Quand vous faites cela, cela vous coûte 1 point de prestige, hein, c'est ce qui est indiqué ici, mais cela peut vous aider au moment de l'assemblage, s'il vous manque un cube précis pour finir l'assemblage d'un des types de champagne, ou cela peut vous faire également gagner de la place au moment de vendanger si vous manquez de place dans votre cuverie et que les cubes que vous avez vous intéressent moins que celui que vous pourriez obtenir à la place. Cela nous amène directement en phase 4 du tour, à savoir la phase de vendange. C'est l'action 7 du plateau central, elle est ici, sauf qu'à la différence des autres actions, elle ne nécessite pas de collaborateurs et elle se réalise automatiquement à tous les tours. À la place des emplacements d'action, vous allez retrouver le rappel du fonctionnement d'une vendange, à savoir on passe de vos vignobles à votre pressoir et de votre pressoir à votre cuverie. Donc vous recevez tous les cubes de vos vignobles pour commencer. Donc moi j'ai droit à ça ici, j'ai droit à ça pour celui-ci. Là, voilà ce que j'ai, et là encore, voilà ce que j'ai. Là, vous allez regarder combien ça vous fait de cubes. Là, j'en ai 3, 6, 9, 11, et vous regardez votre niveau de pressoir. Moi, je suis pile poil, je suis à 11. Si j'avais été là, j'aurais pas pu récupérer tous mes raisins, et à partir de 11 et au-dessus, je peux récupérer l'ensemble de mes raisins, donc c'est ce que je vais faire. Il va falloir ensuite ces raisins que je les stocke, et là, c'est pareil, il faut que je les stocke dans ma cuverie. Hein. Voilà, c'est ce qui est indiqué ici. On est passé du pressoir, maintenant on va à la cuverie. Et là aussi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, optimisation parfaite pour le coup, qui va me permettre de ne rien perdre lors de cette vendange. Si je n'avais pas eu assez, si j'avais eu un module de cuverie en moins par exemple, j'aurais perdu tout simplement 3 cubes de ma récolte. 3 vins clairs qui seraient malheureusement partis à la poubelle parce que je n'aurais pas pu les stocker. Donc là, je vous ai fait un exemple parfait, hein, la différence de l'exemple que je vous avais fait en début de vidéo. Mais quoi qu'il en soit, à tout moment de l'étape, quand ça passe au pressoir, puis quand ça arrive à la cuverie, si vous n'avez pas le nombre de pressoirs nécessaires ou le nombre de cases dans votre cuverie nécessaire, le surplus est défaussé. Et enfin, dernière phase du tour, la fin de saison. Une fois les vendanges effectuées, on passe à cette phase 5,
on regarde d'abord si des collaborateurs ont été placés au conseil des chefs de cave, ici, en 8, puisqu'on continue à progresser sur le plateau. Si c'est le cas, on va réorganiser l'ordre du tour en conséquence. Donc tout simplement, le premier à s'être placé là devient premier joueur. Les autres automatiquement vont glisser comme cela. Et s'il y avait eu d'autres personnes placées, on aurait continué. Si le orange s'était placé par exemple ici, on aurait enchaîné en faisant comme ceci et on aurait fait glisser comme cela. Et comme d'habitude, une fois que c'est fait, on récupère les collaborateurs en question. Ensuite, on va renouveler les cartes vignobles. Toute carte vignoble qui resterait ici dans la zone active serait défaussée. Alors là, dans mon exemple, tout le monde en avait pris, donc il n'en restait pas. Mais s'il en reste, elles sont défaussées. Et ensuite, on va tout simplement faire descendre les cartes vignobles comme ceci pour la préparation du tour suivant. Sachez que si une pile est épuisée, vous mélangez tout simplement la défausse et vous la répartissez dans les différentes piles du haut de manière à équilibrer tout simplement. Alors évidemment, lors de la 10e manche, cette phase 5 n'a pas lieu et on passe directement au décompte final. À la fin de la 10e manche, on va donc, en plus des points que vous avez marqués tout au long de la partie, calculer les différents points que vous allez marquer en fin de partie pour faire le décompte final. Ça va se jouer sur 3 catégories. La première catégorie, ce sont les cartes vignobles que vous possédez là au-dessus de votre plateau joueur. On va regarder 2 choses pour les cartes vignobles. On va regarder la diversification des régions. Pour chaque série de 5 régions différentes, vous allez marquer 5 points de prestige. Donc là, j'ai une série de 5 et la deuxième, malheureusement, vous voyez, je m'arrête à 3, 2 ici, donc je n'ai qu'une seule série de 5 régions différentes, je vais marquer 5 points. Deuxième chose pour les vignobles, pour chaque vignoble, donc les 5 types de vignobles, on va regarder qui a la majorité par région et cette majorité vaudra 4 points. Donc par exemple, moi j'ai la majorité ici avec mes 2 côtes des Blancs, ça me fait 4 points et j'ai la majorité pour ma montagne de Reims qui me fait 4 points. Pour le reste, les autres avaient plus de cartes que moi, donc je n'ai pas scoré les points de majorité. Si on est à égalité pour un nombre de cartes dans une région, ça va se départager par le nombre de raisins produits dans la région. Donc par exemple, si quelqu'un d'autre pour la montagne de Reims avait aussi 3 cartes, par exemple celle-ci, moi j'avais 3, 4, 5, 6, 7 raisins dans ma région, lui il n'en avait que 4, et c'est comme ça que j'ai obtenu cette majorité sur lui, malgré le nombre de cartes à égalité. Si malgré la comparaison des raisins, vous êtes toujours à égalité, à ce moment-là, on partagera tout simplement les points. La deuxième chose à regarder, ça va être les stocks. Et donc, au niveau des stocks, vous allez regarder ce que vous avez comme vin clair ici en cuverie. Et ces vins clairs vont vous rapporter 1 point par lot de 6. Donc moi, j'ai littéralement 2 lots complets de 6, donc ça vaut 2 points. Mais si j'avais été comme ça, je n'aurais eu qu'un point, puisque j'aurais eu un lot de 6, un lot de 5, par exemple, bien entendu. Deuxième chose, on va regarder les cuvées que vous avez dans votre cave et dans votre œnothèque, les deux réunis. Et là, ça sera 1 point par lot de 3. Donc là, de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me ferait 2 points là encore. On va enfin regarder le bilan d'éco-responsabilité de chacun qui est là et regarder où on se trouve pour ajouter ou enlever les points de prestige indiqués selon votre position sur la piste. Tout ce que je viens de vous dire là est indiqué ici en bas à droite du plateau central pour rappel tout au long de la partie pour que vous vous en souveniez. Une fois que vous avez fait tout ça, le joueur avec le plus de points de prestige est déclaré le vainqueur et en cas d'égalité, ça sera d'abord le meilleur bilan d'éco-responsabilité et sinon éventuellement la position au conseil des chefs de cave. Sachez qu'il existe une variante première partie qui utilise l'autre côté du plateau central et des plateaux joueurs et qui est une version simplifiée des règles que je viens de vous expliquer. Je vais moi vous parler des autres variantes, à commencer par la variante haute tension. Quand vous jouez à moins de 4 joueurs, vous pouvez intégrer cette variante qui va bloquer certains emplacements de zone d'action. Pour cela, prenez les 3 disques d'une couleur inutilisée et placez-les sur les mêmes emplacements que moi, à savoir le premier emplacement du pressoir, le 4e emplacement de la cuverie et le 2e emplacement du tirage. Ces zones d'action sont bloquées. À la fin de chaque manche, ces 3 disques seront déplacés dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela vous permettra d'avoir moins d'emplacements disponibles dans vos parties à moins de 4 joueurs et que les parties restent tout aussi tendues.
Vous pouvez aller plus loin en ajoutant un joueur virtuel à moins de 4 joueurs en utilisant la variante négociant. Lors de la mise en place, comptez le négociant dans le nombre de joueurs. Il sera votre adversaire lors d'une partie solo et vous pouvez le cumuler avec la variante haute tension à moins de 3 joueurs. Une fois la mise en place normale terminée pour l'ensemble des joueurs, faites la mise en place du négociant. Il reçoit son propre plateau personnel que vous voyez là. Également, il prendra un chef de cave, 2 collaborateurs et 2 disques à sa couleur. Son chef de cave est placé en dernière position au conseil des chefs de cave. Son premier disque va sur la case 0 de la piste de points de prestige et son second sur la case plus 14 du bilan d'éco-responsabilité. Vous allez ensuite choisir le niveau de difficulté du négociant. En mode facile, rien ne change. En moyen, ajoutez une cuvée de chaque couleur dans sa cave. En difficile, 2 cuvées. Et en extrême, 3 cuvées. Lors de la phase 1, nouvel événement, regardez le bandeau de droite indiqué automa ici. Le négociant va placer un collaborateur sur la case indiquée de l'action expédition. Donc ici, la case plus 1, hop, elle est prise directement avant tous les joueurs par l'automa. Il va également recevoir dans sa cave les cuvées indiquées qui sont ici une de chaque. Et si sa cave est pleine, ce qui est le cas là en mode extrême en début de partie, les cuvées iront dans son neunothèque. Donc hop, les voilà directement dans son neunothèque. Il placera toujours en priorité les cubes jaunes, puis les noirs et enfin les bleus. Donc s'il manque de place, c'est comme ça qu'il va choisir, quitte à en défausser certains, ça sera son ordre de priorité. Si le neunothèque est pleine également, il pose à ce moment-là immédiatement un collaborateur sur un emplacement de gauche de la stratégie marketing. Là, ça rentrait dans le neunothèque, donc tout va bien. Et justement, au cours de la phase 2 d'affectation des collaborateurs, si un joueur se place sur l'action stratégie marketing, par exemple, hop, je me place dessus, à ce moment-là, si le négociant possède au moins une cuvée, alors là il en a 3, je ne vous raconte même pas, mais s'il en possède au moins une dans son neunothèque, il place lui aussi immédiatement un collaborateur sur l'autre emplacement de gauche disponible de l'action stratégie marketing. En phase 3, résolution des actions, la stratégie marketing ici est résolue exactement de la même manière pour le négociant que pour les joueurs. Pour l'action expédition vers les marchés, la suivante qui est là, le négociant, quand ça arrivera à son tour, va regarder parmi les cartes auxquelles il a accès, quelle commande il est en capacité d'honorer. Et parmi ces commandes, il va choisir la commande lui rapportant le plus de points. Donc dans mon cas de figure, il pourrait honorer celle-ci ou celle-là, puisqu'il peut honorer que en bas. Celles qui rapportent le plus de points, elles ont 6 points chacune, c'est un très bon exemple, puisqu'en cas d'égalité, il va trancher avec le meilleur bilan d'éco-responsabilité, et là encore 0-0. Et sinon, il va trancher selon la présence d'un jeton bonus. Là encore, il y a des jetons bonus qui restent aux 2 endroits. Et enfin, il va trancher en termes de lieu d'expédition. Il va préférer l'international, puis il va préférer l'Europe, puis il va préférer la France. Donc dans mon cas de figure, il prendrait 7 cartes, il livrerait les 3 en question et il prendrait 6 points. Et également, il irait prendre un jeton. Et quand il doit prendre un jeton, il va tout simplement prendre le premier qui vient et on va regarder ce que c'est. Si c'est de l'immédiat comme ça, eh bien il va en profiter. Donc il va prendre en l'occurrence là les points et il va défausser le jeton. Et si on a quelque chose, on va voir si on a de la chance. Voilà, si on a quelque chose comme cela qui n'est pas de l'immédiat, il va rien en faire et il va tout simplement défausser le jeton. Pour le décompte final, seules ces cuvées présentes ici en cave et donc en neunothèque seront prises en compte en termes de points, ainsi que son emplacement sur le bilan d'éco-responsabilité. Tout le reste, il l'a déjà scoré pendant la partie, il n'y aura pas d'autres points supplémentaires pour le négociant. Si vous jouez contre le négociant en solo, vous devrez vous-même ignorer le score de vos vignobles et de votre cuverie. Dernière variante, le partenariat commercial. Celle-ci ne s'applique que pour l'action expédition vers les marchés. Vous choisissez une carte marché
pour laquelle il vous manque une cuvée au maximum. Par exemple, moi ici, je veux aller exporter aux Pays-Bas, mais il me manque la cuvée noire au milieu. Et à ce moment-là, vous demandez aux autres joueurs si l'un d'entre eux souhaite vous aider à compléter la commande. Moi, pour l'instant, je suis comme ça. Si personne ne se manifeste, vous devez choisir une autre commande ou abandonner l'action. Dans ces cas-là, je pourrais me rabattre sur celle-ci, par exemple. Et si par contre quelqu'un se manifeste, un partenaire s'est proposé, à ce moment-là, vous défaussez vos cuvées et vous gagnez vos points de prestige moins la cuvée manquante. Donc là, il me manque le noir, c'est moins 2, donc 6 moins 2, je gagne 4 tout simplement. Et puis votre partenaire, lui aussi, défausse la cuvée qu'il vous apporte, ici, et gagne les points de prestige correspondant à sa valeur. Lui, il gagnerait 2 points de prestige ici. Vous pouvez chacun obtenir des bonus de stratégie marketing auxquels vous avez droit selon les cubes que vous avez dépensés, bien entendu. Vous seul impactez votre bilan d'éco-responsabilité pour la commande, même si là il n'y a pas de souci, et pouvez prétendre évidemment, là aussi, s'il reste des jetons et que vous avez pris une commande sur la ligne du bas, à prendre le jeton. AOC Edge of Champagne était notre coup de cœur de cette année aux fiches de Cannes et c'est toujours un plaisir d'en refaire une partie. Il s'adresse à des habitués du jeu de société sans être trop complexe. Il me semble parfait pour initier des joueurs occasionnels à du jeu de société moderne. La thématique est vraiment très forte. On est, l'espace d'une partie, un chef de cave avec tout ce que cela comporte de planification, mais aussi de surprises qu'il faut gérer comme dans la vraie vie. Côté mécanique, tout est parfaitement logique et très bien imbriqué, ce qui permet d'assimiler très rapidement les règles et de pouvoir se concentrer sur sa stratégie tout en ayant toujours un œil sur celle de vos adversaires. Une réussite en tout point, vous devez absolument découvrir ce jeu si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.